14h passées de quelques minutes, je vous propose qu'on démarre tous ensemble cette édition de ce webinaire 100% évidemment digital. Alors, le titre, il est plus que jamais temps. Et évidemment, le plus que jamais temps fait écho aussi à la situation de crise qu'on a tous vécue. De réinventer votre business model grâce au digital. On a invité plusieurs experts, des chefs d'entreprise, des chercheurs, qui évidemment ont travaillé sur cette question, aussi bien sur cette recherche de business model, mais également de ce qu'il va falloir tenir compte maintenant pour pouvoir passer à réinventer ce modèle et réinventer grâce au digital. Alors évidemment, je l'ai dit, tout ça a lieu sous un fond de crise sanitaire qu'on vit tous. Ça a forcément bouleversé aussi bien l'organisation de nos entreprises, aussi bien les relations sociales et évidemment la façon de consommer. Et évidemment, tout cela, ça change nos modèles économiques et ça invite à une nouvelle réflexion. Ça va très très vite. Déjà, on le voit entre le premier confinement et le deuxième confinement, les questions qu'on se pose sont parfois assez différentes. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de cet événement, les rencontres régionales de la recherche et de l'innovation, qui sont animées au niveau de la région par un organisme qui s'appelle HDFID, Hauts-de-France Innovation et Développement. On va le découvrir évidemment l'ensemble des services qui vous proposent pour vous aider à passer cette transition. Et puis cette journée s'inscrit évidemment est organisée par plusieurs structures issues plutôt d'Amiens. Vous avez Amiens Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, Amiens Cluster qui est partenaire, et il y a également l'Université de Picardie, Jules Verne. Voilà, on vous remercie beaucoup d'être avec nous. Alors à tout moment, vous pouvez interagir. Évidemment, vous avez le champ de chat qui est sur votre droite et vous avez un champ questions. Alors évidemment, les commentaires, vous les posez plutôt sur le champ de chat et puis les questions, vous les avez sur les questions. À tout moment, n'hésitez pas, même si on est en format digital. Ce qui n'est pas évident, c'est de pouvoir continuer à garder cette interaction, mais l'intérêt d'être ici tous ensemble, c'est bien de pouvoir interagir. Donc l'idée, c'est de pouvoir conserver cette dynamique-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, évidemment, si on est en phase avec vos attentes, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions. On a plusieurs modérateurs qui sont avec nous, dont Amélie, qui est d'Amiens Cluster, vous avez Delphine, je pense, qui est avec nous de la Chambre de commerce, et puis vous avez Émilie, qui représente Amiens Métropole, et vous avez Camille aussi, qui nous accompagne pour Hauts-de-France Innovation Développement. Merci à eux de gérer cette interface avec nous, évidemment. Alors, vous êtes à peu près 130 personnes à vous être connectées, entre 120 et 130. Là, on est à peu près une cinquantaine de personnes. L'avantage, c'est qu'on peut se connecter quand on en a envie en fonction des sujets tout au long de ce moment. Je vous propose de poser une question déjà avant d'introduire. Ça va aider évidemment celles et ceux qui vont prendre la parole. Et je vais demander à Amélie de poser la première question sondage et de répondre à cette question. On aimerait bien avoir un peu votre profil. Alors, voici la première question sondage. Vous avez un onglet sondage sur votre droite. Vous cliquez dessus et je vous remercie de répondre à cette question. Voilà, cette question. Quel est votre profil? Vous avez plusieurs choix. Soit vous êtes universitaire, vous faites partie d'organismes de formation, vous êtes étudiant. Donc ça, c'est la première catégorie. Pour l'instant, vous êtes 19 à 18%. Vous faites partie du milieu institutionnel ou d'organismes d'aide au développement économique ou assemblée à l'institutionnel. C'est un nom très large, mais si vous vous sentez rentrer dans cette catégorie, allez-y, vous représentez 30% environ. Si vous êtes dirigeant, créateur, représentant d'entreprise, vous êtes la majorité, ça nous fait plaisir. 40%, les autres, vous êtes 3 personnes, on les est peut-être des journalistes ou représentants syndicaux, 15%. Merci de répondre à cette première question. Alors, je vais demander peut-être à Amélie de nous mettre en plein écran, puisqu'évidemment, avant de démarrer les premières tables rondes, les premiers sujets, on a demandé à une personne d'introduire, et je vais demander de l'accueillir avec nous, Éric Dadian. Vous pouvez peut-être venir me rejoindre, monter sur scène. Pendant ce temps, je vais tenter de vous présenter, parce que là, vous avez une carte de visite, évidemment, qui est un peu plus large. Mais je trouvais ça intéressant quand même qu'on puisse recentrer un peu quel a été votre travail et en quoi c'est intéressant d'avoir votre introduction. D'abord, vous êtes un entrepreneur engagé. Ça se sent. Vous avez à cœur la création d'activités, de services et d'emplois sur le territoire. D'ailleurs, vous avez créé de grandes entreprises dédiées à la relation client, à cette énergie. En 98, vous avez fondé l'AFRC, c'est l'Association française de la relation client, dont vous
vous êtes aujourd'hui encore président et vous avez contribué grandement au développement du concept Amiens, ville des centres d'appel. On va en parler parce qu'on voit que pendant ce confinement, justement, ça a été une ville ô combien dynamique et notamment auprès de ces centres d'appel. Et vous êtes cofondateur de Wiki PME, c'est la communauté numérique et solidaire des entrepreneurs, évidemment très dynamique. Et aujourd'hui, vous êtes le président d'Amiens Cluster, qui est le partenaire également de cet après-midi. Alors évidemment, vous êtes très très bien placé pour répondre à cette première question, hein, évidemment. Comment la crise actuelle, telle qu'elle a été ressentie avec l'ensemble des contacts que vous avez, a-t-elle accéléré la transformation numérique des entreprises? Comment ça a été vécu cette période de Covid? Est-ce que ça a été un booster justement pour passer au digital? Dites-moi tout, monsieur Dadio. Merci Fabien, bonjour à tous. Mais écoutez, je suis ravi d'être à distance, en digital, hein, pour vous parler. Alors c'est vrai que je suis très attaché au territoire d'Amiens. C'est une ville d'expérimentation et d'ailleurs, en tant que président d'Amiens Cluster, on est en train de développer des programmes autour de l'énergie, autour de l'autonomie, autour de la santé. Et je pense que ce territoire a énormément de choses à encore prouver. Il l'a fait, vous l'avez rappelé, hein, avec les services qui prenaient le relais un petit peu de certaines industries, comme l'industrie textile qui disparaissait. Donc, il faut être très confiant en disant que justement, le digital et l'accélération du digital, on va en parler, va permettre la création de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Et on l'a fait dans les années 98 pour arriver à 4000 emplois qui sont toujours là et qui vont eux-mêmes évoluer et encore se développer, sans compter les emplois indirects qui sont évidemment toujours liés à ces métiers de la relation client. Pour répondre précisément à votre question, comment la crise actuelle a accéléré la transformation numérique des entreprises? On peut peut-être prendre l'axe relation client. En 2 jours après le confinement, donc le confinement, je vous rappelle, il est annoncé le 12 mars ou le 11 mars, et c'est le 13 mars que l'ensemble des entreprises s'arrêtent. En 2 jours, on a des dizaines de milliers de téléconseillers en relation client qui basculent en télétravail. Et ça, c'est un exploit parce que c'est une fonction qui n'était pas aimée en France. En 2005, on avait fait quelques essais pour essayer justement de traiter de la relation client différemment, ce qui permettait d'avoir plus de capacité de volumétrie, de pouvoir élargir les horaires. Et pour être franc, les Français n'aimaient pas cette forme d'expression du travail. Et pourtant, en 2 jours, ils s'y sont mis pour continuer de répondre. Je salue d'ailleurs les téléconseillers parce qu'ils ont continué de faire travailler l'économie française, bien sûr les personnels soignants et au premier chef les SAMU. Et les SAMU, c'est de la relation client. C'est un centre d'appel qui est derrière avec des personnels hospitaliers qui répondent à des questions et à des problèmes qui peuvent être vitaux, hein, pour nos concitoyens. Donc le SAMU a été un des premiers à basculer complètement aussi en digital avec des solutions de centre d'appel pour pouvoir traiter des 4 fois à 6 fois plus de volume que d'habitude. Ensuite, on a vu le retail qui s'est beaucoup mobilisé. Je vais citer des marques comme Intermarché. Intermarché a utilisé le digital d'abord pour traiter les volumes de prise de commande des courses pour se nourrir, puisqu'il fallait évidemment se faire livrer à distance, donc avec des chatbots, avec des solutions sur des canaux comme WhatsApp. Les courses étaient prédéterminées. Et puis après, ils ont mis en place des lignes plus spécifiques avec de l'humain. Ce que je veux pas, c'est opposer humain avec digital. Je pense que les 2 solutions vont perdurer longtemps. Et justement, Intermarché, pour reprendre cet exemple, ils ont mis en place une cellule VIP pour les personnes fragiles, pour les personnes âgées, avec des gens au téléphone qui les rassuraient et qui prenaient leurs commandes pour les livrer également. Donc ça, c'est des exemples. On peut citer Europcar, Fnac Darty, le groupe Accor, et toutes ces entreprises, mais aussi les TPE-PME, ont commencé à prendre conscience qu'elles pouvaient digitaliser les parcours clients pour laisser ce qui est simple aux clients, aux consommateurs, aux citoyens, toutes les interactions, toutes les conversations qui peuvent être faites sur des bots, sur des chatbots, des callbots, ou qui peuvent être faites aussi avec son self-service, c'est-à-dire qu'une solution comme Europcar, pour louer sa voiture, eh bien, vous prenez la voiture, vous prenez les clés, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Pour rendre les clés, c'est de la même façon. Pour ouvrir la porte de la voiture, ce sont des solutions sans contact. Accor a également mobilisé le digital pour ouvrir les portes dans les hôtels, faire des paiements sans contact. Donc,
on voit bien que le digital s'est accéléré cette année et va continuer de s'accélérer avec tous les canaux qui seront à notre disposition et les flux d'interaction client vont augmenter. Nous, on est très, très confiants sur l'expérience client. On pense que c'est une discipline qui va de toute façon se développer comme le marketing et le commercial s'est développé. Dans le mix marketing, le produit et le prix vont passer derrière l'expérience client. Donc, on aura d'abord une expérience avec ces canaux, avec du digital qui sera utilisé pour simplifier, et puis on aura de l'humain pour nous accompagner de la réassurance. C'est un peu comme ça qu'on voit l'avenir, de façon assez confiante. Voilà, c'est important d'avoir ces marqueurs-là. Parce qu'évidemment, là, on parle du thème de réinventer son business model. Et là, on vient de vivre une accélération incroyable que finalement nous a offert la crise, hein, même de le présenter comme ça quand il s'agit d'une pandémie, mais ça a offert un accélérateur incroyable de réflexion, en tout cas pour nombreuses entreprises, et notamment pour les services dont vous avez parlé. Alors, si on peut aider les chefs d'entreprise qui nous écoutent ou toutes les structures qui nous écoutent, si on peut garder quelques marqueurs des enjeux pour réussir cette transition numérique, quels sont quelques marqueurs qu'on pourrait retenir, par exemple? Alors, ça tombe bien parce qu'on a profité de cette année pour faire aussi des observations, des sondages, des études, et on a noté quelques enjeux pour les entreprises en matière de relations clients, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je pense que, je vais vous les livrer tout de suite, mais je pense que ce qui a changé, c'est aussi les attentes des consommateurs envers les marques, et la crise a accéléré encore une fois ces attentes, dans les deux sens. Dans le sens des entreprises, elles prennent conscience qu'elles sont de plus en plus évaluées sur l'impact environnemental, le sociétal, l'éthique, les valeurs. Nous, on a parlé de valeurs beaucoup cette année au Palme de la relation client. Si une entreprise n'incarne pas les valeurs qu'elle annonce, et si elle ne le fait pas pour de vrai, ça veut dire de la sobriété, du respect, de la transparence, de l'honnêteté, eh bien, elle sera jugée et elle pourra être mal jugée par les consommateurs. Et côté consommateur, ce qu'il faut, c'est surtout récupérer leur confiance, hein, et la confiance des consommateurs et des collaborateurs. Je pense qu'il faut mettre les deux parties prenantes ensemble. Elle repose sur 4 leviers. Donc, le premier levier, c'est que l'humain doit rester une interaction importante dans la relation. Parce que l'humain, ça véhicule la loyauté, le respect, la transparence, l'honnêteté, l'émotion. Toutes ces valeurs ne peuvent pas passer par du digital. L'outil digital c'est le deuxième levier. Il est important pour les entreprises parce que lui, il apporte une simplicité, répond à des questions simples qui peuvent embarrasser d'ailleurs le citoyen ou le consommateur. Lorsqu'on demande 15 fois une identité, son code, etc., bon, le digital peut très bien gérer ces problèmes. Le digital peut apporter de la sécurisation et puis aussi de l'agilité pour les entreprises. Donc, il faut que ces deux leviers aillent ensemble, humain-digital. Troisième levier, c'est l'environnement. L'environnement, c'est crucial aujourd'hui. Il faut qu'une entreprise intègre dans ses process, dans sa stratégie, le respect de la planète, la proximité, le local. Ça tombe bien, on est sur une ville où on cherche à devenir autonome en énergie, autonome en agroalimentaire. Donc, le local sera très important, la proximité sera très importante. Et le quatrième levier sur lequel les entreprises peuvent jouer, c'est le collectif. Elles ne peuvent plus être seules à décider, à imposer leurs produits, leur vision. Il faut qu'elles s'ouvrent, il faut qu'elles soient coopératives, il faut qu'elles intègrent tout l'écosystème, toutes leurs parties prenantes, que ce soit les clients, les salariés. On voit des entreprises qui co-créent aujourd'hui avec leurs clients les services ou les produits qu'ils veulent. Et ça veut dire aussi de la solidarité, de l'engagement, donner du sens. On parle beaucoup du pacte PME. Les PME aujourd'hui, elles ont besoin aussi de donner du sens à leurs salariés et à leurs clients. Donc voilà les 4 leviers sur lesquels on peut jouer. Je vais vous livrer aussi, dans cette étude qu'on a réalisée avec Cision, le groupe Cision, qui est un observatoire des réseaux sociaux, 3 tendances. On va partir avec ces tendances dans la tête, je dirais. La première tendance, 79% des consommateurs aujourd'hui changent leur préférence d'achat en fonction de la responsabilité environnementale et sociale des produits. Notez-le bien, hein. Donc, c'est le développement durable comme critère d'achat. On va acheter parce qu'on a confiance dans une marque qui nous apporte de la réassurance ou de l'assurance sur le développement durable. Deuxième tendance, et là, ça revient en force, et vous le voyez sur tous les écrans de télévision aujourd'hui, hein,
dans la presse et partout, c'est le local, la transparence, le Made in France. Donc le Made in France, 68% des Français veulent augmenter leur consommation de produits locaux. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils seraient meilleurs. On a confiance dans notre pays, on a confiance dans la proximité. Il faut vraiment jouer là-dessus. Je reprends l'exemple d'Intermarché parce qu'il est frappant. C'est un groupe qui est à la fois distributeur mais aussi producteur. Il est allé chercher pendant la crise des producteurs locaux pour les asperges, pour toute la nourriture, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le revers de la mondialisation. Je pense qu'aujourd'hui, on a envie de consommer local. Et la troisième tendance, je l'ai déjà un peu cité tout à l'heure, c'est agir dans l'intérêt commun. C'est la raison d'être des entreprises, les TPE, PME, grands groupes. 56% de leurs salariés demandent de l'honnêteté, par exemple sur la gestion du virus, mais ils demandent aussi qu'on leur redonne du sens. Donc, développement durable, Made in France, redonner du sens, ce sont les trois tendances qui se dégagent cette année en matière de relations clients. Je pense qu'il faut s'en inspirer et il faut suivre ces modèles. Ouais, merci beaucoup. Ça fait un bon point de départ parce que à travers l'expérience que vous venez de citer, on a la thématique de cette journée. C'est-à-dire évidemment la première table ronde, on va parler beaucoup de schéma économique, mais on va parler beaucoup aussi de ces points qu'il va falloir tenir compte pour pouvoir réinventer son business model. Et puis sur la deuxième partie de cet après-midi, on va déterminer ce qui va être de l'ordre de la resocialisation, si est-ce que la distanciation permet de se resocialiser ou pas, qu'est-ce que ça représente comme difficulté, qu'est-ce que ça change également au sein de l'organisation de son équipe. C'est évidemment tout cela qu'on va réfléchir tous ensemble. On va parler de business model, évidemment, mais pour créer ces business models, il faut l'anticiper et il faut y réfléchir, et c'est bien cela. On va essayer de vous donner quelques clés avec les experts qui vont prendre la parole maintenant. Alors, Monsieur Dadian, restez avec moi parce que vous allez participer à la première table ronde. Je vais inviter peut-être les prochains participants à la première table ronde qu'on a prévue cet après-midi, dont le titre est « Le boom des outils digitaux pour réorganiser les PME ». Et l'essor de business model. Et alors, encore une fois, on a ce titre-là, mais évidemment, on va prendre quelques pistes pour pouvoir y arriver, et c'est là toute l'importance. On va avoir à l'écran l'ensemble des participants de cette table ronde qui vont nous accompagner, et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions. N'hésitez pas, le but du jeu vraiment de passer au digital, c'est pouvoir conserver cette ambiance. Alors, Amélie, je vais te demander de nous mettre les participants à cette table ronde. On va accueillir Mathieu Incelin, qui est avec nous et qui s'occupe évidemment qui vient de l'université de Picardie Jules Verne, qui est maître de conférence en psychologie expérimentale. Merci Mathieu d'être avec nous. Nous allons avoir Emmanuel Bilbao également qui va venir prendre place, fondateur de Posos. Vous avez Gauthier Testu qui est fondateur et président de ODL, mais plus connu également sur Blockchain Company, et également Monsieur Legault, qui a une entreprise qui s'appelle Équipement à partager. Merci à tous d'être avec nous. Alors évidemment, vous avez tous des profils extrêmement variés, soit chercheurs ou universitaires, ou soit créateurs d'entreprise en cours, ou soit chef d'entreprise ayant changé son modèle en cours de route. Je vais demander peut-être à Monsieur Incelin de venir prendre place avec nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est Monsieur Incelin, vous ne m'en voudrez pas, mais je vous mets en grand écran pour qu'on puisse bien échanger avec nous. Évidemment, vous n'hésitez pas à participer au cours des échanges. On est vraiment sur un schéma table ronde. Vous êtes chercheur à l'université. Présentez-moi un peu vos travaux. Quelle est votre activité ? Bonjour. Alors, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc je suis effectivement ce qui s'appelle maître de conférence, c'est-à-dire enseignant-chercheur à l'université de Picardie Jules Verne en psychologie. Et mes thématiques de recherche sont centrées beaucoup autour de la mémoire et comment on apprend, avec une question un petit peu plus large qui va être comment on apprend et comment est-ce qu'on va changer nos apprentissages, comment est-ce qu'on va pouvoir changer nos comportements, changer nos habitudes. Et avec différentes techniques, on a tout un tas évidemment de techniques de connaissances qui sont liées à la psychologie, mais aussi en allant chercher du lien avec d'autres disciplines, en partie notamment, et je vais en parler un petit peu, de l'improvisation, et donc du théâtre notamment, sur comment est-ce que ça peut nous aider à changer, à améliorer nos performances, et puis dans un cadre très particulier, comme ça a été évoqué précédemment, où on a eu à beaucoup improviser ces derniers mois. Et l'improvisation, ça ne s'improvise pas, bizarrement.
Alors, c'est tout. Pourquoi on vous a fait venir? C'est là toute la question. Parce que pour réfléchir à un business model et l'adapter correctement à vos attentes, on s'est tous posé des questions, on s'est tous retrouvés pendant cette crise sanitaire à des moments d'incertitude. Et je vais demander à Amélie de vous poser la question justement si c'est parce que parfois on prépare les sujets et on se dit est-ce que c'est partagé ou pas. À la prochaine question sondage, Amélie qui va apparaître sur l'onglet. Alors, la question est la suivante, hein. Vous êtes-vous retrouvé, avez-vous vécu cette période de crise sanitaire comme une période d'incertitude? Évidemment, je vous pose la question en tant que chef d'entreprise, dans votre vie personnelle, c'est général, hein, la question est à 100%. Hein. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de, Mathieu, il n'y a pas de, il y a pas, a priori, il n'y a pas de question, en fait. Hein. C'est que la certitude, c'est qu'on s'est tous retrouvés sur une période d'incertitude. Évidemment, moi, j'ai interviewé beaucoup de chefs d'entreprise hein, sur le premier confinement, sur le deuxième confinement. Et le plus dur, ils se sont posé cette question, le plus dur, c'est de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir et comment on adapte. Et quand on ne sait pas, quand on se retrouve devant ce moment d'incertitude, que peut-on avoir comme clé pour nous aider à avancer? Et sur ça, vous avez travaillé. Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, il y a, on entend très régulièrement de la part de plein de disciplines, de plein d'approches, ça va vous aider à vous sentir mieux, à mieux vous adapter, à refaire parfois venir l'être aimé, réparer votre ordinateur à distance. Et on a des discours de gourous, hein, parfois de temps en temps, qui sont pas, qui reposent sur rien de prouvé. Et là, c'est évidemment, en tant que scientifique aussi, notre travail de voir, de faire la part des choses entre ce qui peut fonctionner ou pas. Et il y a quelques années, en commençant avec une pratique de loisirs personnels d'improvisation théâtrale, il y avait beaucoup de choses dans les valeurs qui étaient présentées, dans les règles, dans les techniques, qui se rapprochaient de ce qui pouvait être fait en psychologie, notamment dans ces règles. Alors ça peut paraître un petit peu éloigné du monde de l'entreprise au début. On parle de l'écoute, de l'attention, de créer du lien. On l'a déjà évoqué un petit peu, enfin, c'est Eric Dadian qui en parlait avec le SAMU, les soignants au téléphone notamment, qui devaient faire des choses. On reviendra dessus, là, on est vraiment dans de l'écoute, d'en faire du lien, d'en faire attention. Et puis il y a deux valeurs qui sont souvent mises en avant, qui vont ensemble, c'est l'exigence et la bienveillance. Parfois elles sont un peu bafouées, on met ça à toutes les sauces, mais si on les prend dans leur sens premier, elles peuvent être intéressantes. Si vous avez déjà vu des matchs d'impro, vous avez peut-être déjà vu des gens avec des grands chandails, des maillots de hockey sur une patinoire qui racontaient des histoires. Il y a un arbitre qui peut siffler des fautes pour faire respecter ces valeurs. Ah oui, j'entends un petit écho. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert quelque part. Vous pouvez peut-être fermer le micro. Voilà, super. Merci bien. Et on a donc dans ce cadre-là du match d'improvisation un arbitre qui, quand quelqu'un va cabotiner, va raconter n'importe quoi, va faire sortir de l'histoire, va être trop rude, va prendre une faute, et puis il peut sortir évidemment. Imaginez si on avait ce genre de règles dans les réunions, dans les entreprises ou à l'université, ça pourrait peut-être mettre des cadres intéressants. Et en fait, l'idée, ce que je vous raconte là, c'est pas pour vous dire que tout le monde doit faire du théâtre et je vais pas vous inviter à monter sur scène, à faire un spectacle à la fin, bien évidemment. Si vous voulez, je pourrais vous donner des adresses à titre privé pour vous après. Ce qui est intéressant à partir de ça, c'est qu'en fait, il y a un courant qui s'est développé qui s'appelle l'improvisation appliquée, qui a été de reprendre toutes ces compétences-là, de justement gérer l'incertitude, monter sur scène, raconter une histoire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut un certain nombre de compétences, il faut des qualités de gestion, notamment de l'incertitude, pour faire ça, de faire du lien, d'imagination, de créativité. Et l'impro appliqué, c'est d'appliquer tous ces principes-là dans des domaines non artistiques. Ça s'est fait beaucoup dans l'éducation, pour former des enseignants, par exemple. Vous êtes déjà allé à l'école, vous savez que les enseignants ont plein de situations inattendues. Dans la santé, c'était évoqué avant, on travaille, il y a une thèse en cours sur la question de la formation des professionnels de santé pour le lien, pour l'empathie, la prise de décision. Et puis dans l'entreprise, c'est pour l'instant beaucoup centré autour de la prise de parole en public, que ce soit devant des groupes, sur des aspects, alors il y a des aspects techniques évidemment, et puis il y a des aspects humains, ça peut être aussi en situation duel, là aussi pour gérer l'imprévu. Et à partir de ces constatations de terrain, qui étaient des anecdotes, il y a un certain nombre de travaux de recherche qui sont assez récents. C'est vraiment ces 5 dernières années qu'il y a eu un premier grand courant de recherche. Il y en avait très peu avant des recherches pointues. Et ce qui a été retrouvé, et à Amiens, mais dans le monde, évidemment, on n'est pas les seuls à travailler dessus, c'est que la pratique de l'improvisation, elle permet d'améliorer la gestion de l'incertitude.
Donc, ce qui est le point, c'était la question qu'il y avait. On a tous de l'incertitude, puis on le voit aujourd'hui, et même dans la presse grand public, on commence à parler de vagues avec des problèmes psychologiques, parce que l'incertitude est compliquée à gérer, parce qu'il peut y avoir de l'anxiété, du mal-être à côté, qui sont également améliorés avec cette pratique-là. Et donc, de savoir comment est-ce qu'on peut mieux gérer tout ça, eh ben, avec des techniques, avec des exercices qui peuvent aider. C'est des résultats qui sont alors prometteurs aujourd'hui, puisqu'il faudra les confirmer, mais qui s'inscrivent vraiment dans le contexte, qui peuvent être réutilisés et qui en fait permettent de transformer en fait une contrainte, puisque c'est souvent des exercices ou des spectacles avec des contraintes particulières, dans des opportunités pour créer quelque chose de différent. Et ce qui peut paraître être un peu tombé du ciel, parfois on dit il y a des gens qui sont bons pour ça, d'autres non. Le message ici, c'est de dire qu'en fait, avec des formations appropriées, je vous parle de l'impro, il pourrait y en avoir d'autres, hein, c'est pas le seul outil, mais c'est un outil en tout cas qui marche et ça a été prouvé, vous pouvez améliorer ça. Soit vous êtes bon, vous allez devenir très bon, vous êtes très bon, vous allez devenir excellent, ou si vous êtes un petit peu derrière, vous allez progresser pour avoir un niveau correct pour réussir à mieux vous adapter ici. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, Mathieu, c'est que, évidemment, quand on se retrouve dans une période d'incertitude comme la crise sanitaire qu'on vient de vivre, pour les chefs d'entreprise, qu'on se retrouve à faire des choix, réinventer également son activité pour s'y adapter, plus on s'y prépare à travailler comme des comédiens d'improvisation, à prendre ces contraintes-là, plus on se prépare à travailler dans des contraintes et plus on est à même à trouver les bonnes solutions pour pouvoir faire face à ces situations. C'est ça. Le message que je donne parfois quand on forme, alors je forme souvent des doctorants ou des collègues à l'université avec quelques techniques, et quand ils disent mais comment est-ce qu'on gère l'incertitude, alors ils attendent parfois une baguette magique qui n'existe malheureusement pas. C'est dire d'abord le premier moyen de gérer l'incertitude, c'est d'éviter que l'incertitude se produise, donc d'être préparé à tout un tas de scénarios. Là, l'aspect créatif, c'est au lieu de se dire si on est capable de gérer 2-3 solutions différentes, si on s'entraîne et qu'on devient plus créatif, par exemple avec l'impro, mais avec d'autres disciplines, c'est possible aussi, au lieu d'avoir 3-4 idées, on va en avoir 9. On n'a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que parmi 9, on a plus de chances de trouver une solution optimale que parmi 4. Ça s'apprend, ça se développe et ça peut avancer. L'autre moyen, donc que de préparer en amont au maximum, c'est d'apprendre en s'exposant. Alors progressivement, il ne faut pas se jeter d'un coup parce que ça provoque sinon des difficultés, mais s'exposer progressivement, régulièrement à cette incertitude. On a ça dans certaines thérapies en psychologie. Et puis là, dans l'impro, c'est on y va pas à pas, on lance pas quelqu'un tout seul devant 1000 personnes après son premier entraînement, d'y aller pour apprendre à gérer cette incertitude. J'oserais peut-être dire apprendre à monter sur le tigre, mais ça serait de la reprise d'un autre amiénois et je vais pas aller me risquer sur ce terrain-là. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée d'y aller, de se former régulièrement et puis de pouvoir mettre en place des choses. On parlait de l'incertitude, de le gérer et de ses conséquences. Sur le bien-être, il y a tout un tas d'entreprises qui ont commencé à faire ça, au lieu de faire des longues formations, de faire des petites rencontres pendant 20-30 minutes avec, ça peut être avec des animateurs, avec des comédiens dessus pour ce qu'ils ont appelé des impro boost. Il y a un article qui était sorti dans 20 minutes dessus que vous pourrez consulter, qui mettent des choses en place et puis on est en train d'accompagner ces groupes-là pour voir l'impact que ça a psychologique. Alors, de mon point de vue, l'intérêt, c'est évidemment l'impact psychologique pour le bien-être. Pour des chefs d'entreprise, ça sera, alors j'espère aussi l'impact psychologique, bien sûr, mais il y a aussi une question de productivité. Évidemment, si on a des collaborateurs qui sont en mauvaise santé physique ou mentale, ou qui sont fatigués, ou qui sont épuisés par l'incertitude, ça va être plus compliqué pour la vie de l'entreprise. Donc c'est une solution possible qui existe ici. Alors, je vous remercie beaucoup, Mathieu. On va en parler beaucoup aussi sur la deuxième partie. Et évidemment, quand on parle d'incertitude, on parle de recherche de solutions quand on se retrouve face à cette incertitude et en particulier quand on recherche un autre business model pour pouvoir faire face à une situation de crise. Mais sur la deuxième partie, on va parler de resocialisation et donc évidemment, c'est aussi des clés pour pouvoir faire face à comment on aborde ces difficultés-là. Et on a notamment des coachs qui ont travaillé sur ce sujet. Et j'ai peut-être posé la question à nos chefs d'entreprise qui sont avec nous, que ce soit Gauthier, Emmanuel, Kevin, même Monsieur Dadian, Eric Dadian. Est-ce que vous êtes retrouvés tous en situation aussi d'incertitude avec nous? Allez-y, peut-être Kevin.
dans votre… Est-ce que vous-même vous êtes retrouvé dans une situation d'incertitude face à cette crise de la Covid? Bonjour à tous. Donc, effectivement, par rapport à notre marché qui est directement lié au secteur du BTP en France, vous m'entendez bien, hein? Oui, tout à fait. Directement lié au marché du BTP, le premier confinement, l'activité était stoppée totalement. Toutes les locations des machines, parce que nous, notre métier, très, très rapidement, en fait, les entreprises professionnelles externalisent la réservation de matériel BTP dans toute la France et ils passent par notre service pour justement externaliser cette partie-là. Et c'est vrai que le premier confinement, on a eu notamment un arrêt total de l'activité avec des machines qui se sont retrouvées à l'arrêt, qu'il fallait reprendre sur les chantiers. Donc, vraiment, d'avoir beaucoup de rapidité dans ce sens-là. Et forcément, l'incertitude, elle est née, elle a touché beaucoup de secteurs, dont celui-ci, donc BTP, qui est très important. Donc, au fur et à mesure, on a pu bien sûr trouver des solutions, trouver d'autres solutions. Mais globalement, aujourd'hui, sur un facteur comme un confinement, comme on a connu au premier confinement, l'incertitude était de mise. On a vu qu'après, au fur et à mesure, bon voilà, c'était un peu plus souple, on a plus de liberté. Aujourd'hui, sur le deuxième confinement, on a encore plus de liberté et le secteur du BTP permet de garder une activité presque normale. Donc aujourd'hui, voilà, les incertitudes sont levées, mais elles sont levées grâce au marché, si vous voulez. Et aujourd'hui, vraiment, chaque entreprise est confrontée à un marché tellement différent par son secteur d'activité que l'environnement externe de chaque entreprise, ce facteur-là, c'est une menace. C'est vraiment, ça dépend pas du chef d'entreprise. Clairement, aujourd'hui, on peut pas faire du business s'il y a un confinement, si l'activité est totalement arrêtée. On a beau créer des théories, on va ajuster le service. Si votre activité est complètement impactée, c'est très délicat. Par contre, si voilà, il y a une possibilité de travailler comme on voit dans ce deuxième confinement, il faut mettre en place des outils. On abordera peut-être après ces choses-là. Alors intéressant, merci pour votre intervention. Je vais poser la même question à Monsieur Gauthier Testu. Vous êtes avec nous. Merci d'ailleurs à vous tous. Vous êtes retrouvés, vous avez une activité un peu particulière au DL, où vous êtes connu sous le nom aussi de Blockchain Company. À la base, vous êtes une entreprise qui fait du conseil sur les technologies blockchain auprès d'entreprises, de formation. Et puis là, ce premier confinement, vous êtes retrouvé un peu en climat d'incertitude aussi ou pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, c'est vrai que le premier confinement, alors déjà, il y avait ce caractère exceptionnel de la situation et je pense que déjà, ça a bousculé toutes les certitudes sur tous les plans, aussi bien personnel, professionnel. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu ce climat qui a fait que au niveau des entreprises, alors la digitalisation s'est accélérée, mais c'est vrai que sur les projets sur lesquels on travaillait, on était en cours sur l'intégration blockchain, sur des formations et autres, ça a été mis un petit peu de côté par les entreprises car elles n'avaient pas ce recul sur l'avenir. Donc c'est vrai que ça a été pour nous aussi on a dû se remettre en question et adapter notre modèle pour convenir au mieux aux besoins des entreprises et à leur desiderata. C'est vrai qu'on est passé plus sur on va dire à la base des démos ou des POC qui étaient très bien avancés en technologie blockchain. Ça a été remis à plus tard parce que c'était plus la priorité du moment sur l'accélération de process et autres. A contrario, justement sur la digitalisation pure d'entreprises qui n'étaient pas digitalisées ou en cours, ça s'est grandement accéléré. Donc, on a changé un petit peu notre business model aussi à ce niveau-là. Donc là, quand on parle de réinventer son business model, vous, c'est clairement le cas dans votre activité. Vous aviez, on va dire, vous aviez ce projet-là parce que c'est quand même votre activité d'accompagner. Ouais. Mais on va dire que vos priorités au sein de l'entreprise, vous avez totalement réadapté votre marché. Alors là où vous veniez faire du conseil dans plutôt de grandes entreprises, dans de grandes entités et les accompagner dans leur démarche de blockchain, là maintenant vous êtes revenu à accompagner vraiment du commerce de proximité. Expliquez-moi justement ce que vous avez lancé lors du premier confinement qui perdure, je suppose. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors on a commencé
commencé justement à réfléchir, parce qu'à la base, si on développe des technologies blockchain, c'est vrai qu'il peut le plus, peut le moins. On peut développer aussi des sites internet, des applications et autres. Et c'est vrai que c'était une demande qu'on avait de plus en plus. Donc, on avait commencé déjà à pivoter un petit peu notre business model sur ce point. Et du coup, on a créé Click and Seed, qui est une autre marque de Hodl, à côté de My Blockchain Company. On est vraiment en développement de sites internet, outils intranet, applicatifs. Et du coup, ça a vraiment accéléré avec le confinement parce que voilà, il y avait ce réel besoin pour les entreprises françaises de se digitaliser. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. On a vraiment senti une accélération. Et comme les deux précédents intervenants le disaient, ça s'est accéléré très, très rapidement. Et aussi au niveau des outils, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vite pris le pas des visios et autres, alors que c'était quelque chose qui était relégué souvent au fond du tiroir. Le fait de se retrouver tous là, dans cette circonstance-là, ne serait-ce que cela, c'est déjà un changement de tous ensemble de travail. Je pense qu'avant le premier confinement, d'imaginer aussi facilement de se retrouver tous en réunion comme ça, en séminaire, c'était déjà compliqué. Au premier confinement, ça avait déjà changé, on faisait ça en distanciel, mais tous réunis au même endroit. Et là, on est passé au 100% digital, ce qui change évidemment tout. Alors, merci pour votre expérience. Ce qui est intéressant, c'est vous le dites, c'est le besoin. C'est-à-dire que vous avez ressenti ce besoin-là de la part des commerçants, que c'est ça qui a imposé pour vous ce changement, ce changement d'activité, enfin que vous aviez, mais cette priorité dans l'activité pour faire face à ce besoin et également pour faire subsister l'entreprise. C'est une nécessité aussi pour votre business. C'est ça. C'est ça. Avant, on était vraiment focus sur les technologies blockchain. On développait de l'applicatif, des sites, des autres. Mais c'était vraiment la base était la technologie blockchain. Et là, on est revenu plus à des fondamentaux. Ça va être du site vitrine, du site e-commerce ou après des apps mobiles. Mais voilà, c'est vraiment ce besoin d'accompagner. Et on revient, au final, même nous, notre business model est plus local parce qu'on va accompagner des entrepreneurs qu'on connaît, des entreprises du secteur sur leurs besoins de digitaliser. Alors, ça peut être un restaurant, de passer en e-commerce, après une application mobile, d'être aussi beaucoup plus proche de ses clients. Comme on le disait tout à l'heure, maintenant, c'est un virage qui était déjà amorcé depuis quand même quelques années, mais l'expérience client est devenue au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. Et ne serait-ce qu'on le voit, l'application mobile, c'est être proche de ses clients, au creux de la main, on va dire. Et c'est vrai, c'est un moyen de communication pour être toujours à leur côté. Et malgré le fait que la crise sanitaire a éloigné, on va dire, un petit peu les personnes, je pense que le digital a permis vraiment de resserrer ces liens-là. Et au final, la France avait un petit peu de retard sur la digitalisation. Et c'est vrai comme quoi la résilience et la capacité d'accélération sur tous ces projets-là, c'est impressionnant. Et même nous, on le voit au quotidien, ça continue à s'accélérer. Monsieur Dadian, je vous vois réagir, je vois le sourire. Oui, moi ça me fait plaisir, l'expérience client. Et en fait, le digital doit être au service de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est ce qui est le plus important, même pour un commerce, pour qu'il garde le lien avec sa clientèle, qu'il a perdu forcément pendant le confinement. C'est indispensable pour lui de pouvoir continuer. Alors nous aussi, on a eu des incertitudes, puisque du jour au lendemain, il a fallu basculer des milliers de personnes qui étaient dans les centres de relations clients. À Amiens, il y a 4000 personnes qui sont dans les centres. Ils ont basculé chez eux. Est-ce que ça allait marcher, fonctionner? Ils avaient absolument d'outils, les box et tout ce qui va avec. Et oui, il y a eu une continuité de service. Deuxième chose, il a fallu aussi réorganiser complètement les secteurs d'activité, puisqu'il y a des secteurs qui sont arrêtés brutalement, l'aérien, le tourisme, et par contre, d'autres comme le retail, comme la nourriture, comme aussi l'électricité, les opérateurs télécoms ont eu des flux qui ont fortement augmenté. Donc, c'est toute une réorganisation en très peu de jours des équipes, une adaptation qu'il a fallu mener dans les centres de relations clients. Et je pense que pour les commerçants, c'est pareil. Enfin, pour les TPE, PME, il a fallu immédiatement prendre ces solutions, ces applicatifs, ces sites Internet. Et je pense que tous les canaux devront de plus en plus être mis au choix des consommateurs en B2C ou en B2B. C'est à eux de choisir quel sera le canal de prédilection pour vivre cette expérience. Plus importante que le produit, encore une fois.
Vous m'avez parlé, en préparant cet après-midi, d'une expérience qui a été menée par EDF. On a parlé tout à l'heure avec Mathieu Ancelin de l'importance de l'écoute. Je trouve que ce serait intéressant justement de partager cette Oui, expérience qui a été faite et qui est au cœur de l'écoute avec la relation client. oui, on leur a remis une palme de la relation client, de l'expérience client. Je les avais emmenés d'ailleurs sur un plateau télé pour qu'ils en parlent parce qu'il faut que ça puisse être évangélisé. Il faut que d'autres marques se saisissent de cette expérience extraordinaire. Nous l'avions réalisé il y a Amiens, il y a quelques temps. En fait, un téléconseiller, lorsqu'il est avec son casque et ses applicatifs, il peut à certains moments ne pas avoir le sens de l'écoute. C'est ce qui est le plus important en relation client. Et donc, EDF a décidé de mettre des non-voyants avec l'association Valentin Aoui, que vous connaissez peut-être, à côté du téléconseiller. Donc, ça veut dire double poste, hein, un non-voyant et le voyant qui est en relation au téléphone. Et le non-voyant écouter des émotions, des bruits, des sons, des non-dits que le voyant n'entend pas. Et donc, la relation client et l'émotion est passée beaucoup plus fortement. Et aujourd'hui, on a d'abord une relation qui a évolué chez EDF. Ils vont le généraliser sur tous leurs centres. Bon, ils ne peuvent pas mettre des non-voyants partout à côté de chacun, mais ils vont essayer quand même de le mettre sur certaines régions. Ils ont quand même 7000 salariés, donc ce n'est pas de la rigolade. Mais pour eux, la relation client, bon, les indicateurs qui suivent, le NPS, le taux de recommandation, etc., ont explosé avec uniquement le sens de l'écoute par des non-voyants. Je trouve que c'est remarquable. Ouais, merci pour Et ce n'est pas que du digital. Voilà. Oui, 100% digital. Mathieu Ancelin, j'avais l'impression que vous vouliez réagir tout à l'heure. C'est une idée peut-être. Je trouvais ça intéressant et par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a un certain nombre de travaux sur les questions d'écoute, en tout cas, et d'empathie, qui vont dans le sens de ce qui vient d'être raconté, où notamment, alors chez les soignants, on en parlait un petit peu, mais ça vaut pour se transposer évidemment dans d'autres milieux. Ça a été fait avec justement les plateformes d'appel, où le ton de la voix qui va être utilisé, donc ils font partie des compétences sociales qu'on peut développer, peut avoir un impact réel physique sur la douleur, équivalent un petit peu, on va dire grossièrement, à la prise d'un Doliprane. C'est-à-dire que la façon de moduler sa voix pour parler à quelqu'un face à nous peut changer les choses, peut rendre les choses plus simples. La relation qu'on crée, il y a tout un tas de choses aussi dessus. Une bonne relation entre un médecin et son patient, ça peut diminuer le ressenti, on va dire, empathique qu'il va y avoir, donc qui serait la relation client, dans une entreprise, peut diminuer le nombre d'hospitalisations, d'aggravation des symptômes par la suite. Alors, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre ces traitements, hein. Si vous avez des traitements, évidemment, prenez-les. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la molécule qui est donnée, au-delà du produit qui est vendu, au-delà de la plateforme qui est utilisée, digitale ou non, je partage les propos qui ont été dits, hein, que ce soit digital ou pas, il y a des processus aussi communs derrière. Cette relation-là, elle est possiblement à améliorer et ça se travaille. Et pas comme ça se travaille de façon aussi méthodique. Même si on a l'impression que ça se fait un petit peu comme ça, il y a des méthodes pour avancer et pour faciliter les choses. Alors, on va peut-être en découvrir quelques-unes sur la deuxième partie. Je reviens vers vous, Kevin Legault, parce qu'on a eu l'expérience de cette entreprise de Monsieur Gauthier-Testu, mais on peut se dire, bah oui, forcément, on est dans une entreprise qui est dédiée au digital de base, une entreprise qui a déjà une connaissance informatique. On se retrouve en distance, donc forcément, c'est un cœur d'activité qui va retrouver son intérêt au moment où tout le monde se retrouve à la maison et où on a besoin de digital. Mais vous, votre activité, clairement, vos clients, c'est plutôt communique de manière un peu plus traditionnelle, quoi. C'est plutôt le téléphone qui est le média, le moyen de vous contacter le plus classique. On pourrait penser que cette période de confinement n'a pas changé ça. Vous avez toujours, en particulier, vos clients par téléphone. Et pourtant, vous avez accéléré la digitalisation de votre activité dès le premier confinement. Quel a été cet intérêt pour vous dans votre activité de BTP ? Oui, bon, on le sait bien que c'est vrai que le secteur du BTP est finalement un des secteurs les plus en retard, hein, par les habitudes de consommation. J'en venais tout à l'heure au secteur d'activité. Chaque secteur d'activité aujourd'hui a des habitudes, hein, de fonctionnement par rapport aux personnes qui passent les commandes aujourd'hui. Il y a des habitudes, des préférences avec des fournisseurs. Nous, on est sur un marché qui est extrêmement important en France, qui représente un peu moins de 5 milliards d'euros, hein, avec des commandes tous les jours de nacelles, de chariots, de mini-pelles en France. Et ces habitudes ont été chamboulées durant le premier confinement.
parce que les gens qui étaient dans les bureaux, dans les entreprises, qui passaient les commandes, se sont trouvés à domicile, donc qui étaient en manque de repères par rapport à leurs petits calepins qu'ils avaient près de leur bureau. Et aujourd'hui, ces habitudes ont été chamboulées. Donc, le secteur d'activité de la location de matériel BTP, en l'occurrence, a été, selon moi, chamboulé. Et aujourd'hui, les recherches de matériel se passaient sur Google durant cette phase après confinement, parce que les gens continuaient à être en télétravail pour cette peur de reprise de Covid et puis par sécurité aussi. Donc, étaient finalement chez eux au bureau et enfin chez eux du coup pour trouver les engins en location dans toute la France. Et c'est vrai que pour leur habitude de consommation, d'habitude de prise de commande, ils passaient leurs commandes en regardant sur Internet, en tapant des mots-clés tels que location nacelle à Paris, location nacelle, chariot télescopique. Et c'est vrai que ces habitudes qu'on a vachement ciblées, nous, on a misé dès le premier confinement. On parlait tout à l'heure du digital, on a retravaillé finalement sur la mise en place nous-mêmes d'un site internet pour capter nos clients. Parce que le plus important pour une entreprise, c'est vrai que c'est le business, hein, c'est de capter ses clients, cette manière d'avoir et d'aller chercher le client qui est très importante. Pour notre part, on a ciblé et on a lancé une offre sur un nouveau site internet qui permettait de mieux capter le client avec un message clair et simple. Vous avez une urgence, tel numéro de téléphone. Vous avez besoin d'un chiffrage, faites-nous parvenir un mail avec un formulaire qui permettait de préciser le besoin, notamment en location, voilà, la nacelle, la hauteur de travail, le déport, intérieur, extérieur, la ville, le chantier. On avait les informations en très peu de temps qui nous permettaient aujourd'hui de pouvoir prendre en compte des demandes et pouvoir y répondre encore plus rapidement possible, tout en apportant aujourd'hui un service extrêmement rapide. C'est-à-dire que voilà, on cherchait pour eux, finalement, dans nos habitudes à nous, le bon matériel au bon endroit. Donc, opportunité, c'est vrai, sur les outils, sur les habitudes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui a passé une commande chez nous, on a un taux de récurrence qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une entreprise, aujourd'hui, elle va plus appeler un par un les loueurs par rapport à son chantier, qui pourraient avoir cette machine pour comparer les prix, pour s'assurer que la machine soit bien livrée sur le chantier. Aujourd'hui, il y a une très bonne expérience client, on reparlait juste avant, qui s'est bien déroulée. Donc, l'entreprise qui a passé cette première commande chez nous, elle garde ce service qu'elle ne connaissait pas avant, parce qu'on n'est pas sur un service traditionnel, vraiment un service sur mesure, personnalisé. Et aujourd'hui, ces habitudes de consommation donc, qui ont changé perdurent dans le temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le souligner. Et c'est pour notre marché à nous, ce qui se confirme aujourd'hui. Voilà. Voilà, ce qui est intéressant, c'est à quel point l'habitude, par la nécessité qui a imposé la crise, c'est-à-dire plus avoir les bonnes personnes au bon endroit, de plus avoir forcément accès à cause de l'arrêt d'entreprise, c'est-à-dire que pour vous de digitaliser, ça permettait de capter ces gens qui étaient en questionnement sur comment faire avec les équipes que j'ai pu et de pouvoir les capter et acquérir de nouveaux clients. C'est ce timing-là qui vous a permis aussi de lancer votre activité digitale. Il y a quelque chose d'intéressant que vous m'aviez dit aussi, c'est que vous l'aviez, cette solution-là, dans les tiroirs depuis un moment, c'était déjà là, mais le fait qu'on arrive en situation de crise, que vous ayez senti cette opportunité-là, ça a accéléré chez vous la démarche et c'est ce qui en fait aussi une clé de succès, évidemment. Comment vous avez senti à quel moment vous êtes dit, au sein de votre entreprise déjà, vous êtes retrouvé vous confiné, quel a été le déclencheur qui a fait bon bah voilà, on va profiter ces confinements, allez, on y va, on lance ça à fond, on va voir comment ça marche. Bien sûr. Ouais. Alors oui, bon, le numérique, on maîtrisait déjà un petit peu avant. On avait un site internet, on avait des petites choses qui fonctionnaient, on savait ce qu'attendaient finalement les clients. Et on s'est rendu compte que même sur un marché qui est établi depuis des années avec des habitudes de consommation, aujourd'hui, quand le client professionnel a besoin d'une nacelle et qu'il ne la trouve pas chez son fournisseur habituel, il a recours au numérique. Donc ça, on l'avait déjà un petit peu anticipé. Effectivement, donc le lancement de ce nouveau site avec une offre claire et établie, hein, si vous voulez aller jeter un œil pour les gens qui nous écoutent, c'est eap-location.fr. Donc pour équipement à partager, location, donc EAP Location qui a été réalisé d'abord par Gauthier et son équipe, hein, Migration Company et la société Oodle. Donc si vous voulez, on a été à l'essentiel. On n'a pas fait de chichi sur le site internet. Et l'objectif d'un site internet, lorsqu'on lance des outils, c'est de répondre à la demande du client.
et ça en très peu de temps, et de donner une information qui soit à peu près précise. Et c'est vrai que cet outil-là qui était finalement, on s'était dit avant le confinement, en début d'année, bon, voilà, il faut qu'on lance une offre un peu plus claire que ce qu'on avait déjà actuellement. On sait que le numérique, ça marche, ça fonctionne, du moins pour aller capter ce client, surtout qui est perdu dans ses habitudes. Donc, on va le lancer, on va profiter en plus de ce période de creux d'activité. Là, on est le 15 mars, 15 mars, 15 avril. On a mis un mois pour affiner les petits détails. Ça a été lancé à partir du mois de mai. Et en l'espace de 6 mois, à partir du mois de juin, de avril à aujourd'hui, hein, on a réussi à doubler le chiffre d'affaires de l'activité de l'année dernière en 6 mois de temps, avec 2 mois finalement de période très creuse d'activité. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est de mettre en place des outils, et on parlait tout à l'heure d'expérience client, d'aller à l'essentiel et de donner des choses simples, des informations simples à nos clients. C'est extrêmement important. Alors, on a corrigé parce que vous avez sur la partie de chat, on a noté, et je remercie Gauthier d'avoir corrigé la nouvelle adresse par conséquent de location qui est bien www.eap-location.fr. C'est bien, bon, comme ça vous pouvez voir en direct. Alors, ce que vous venez de dire va certainement parler à Monsieur Bilbao qu'on n'a pas encore entendu depuis le début. Je vous remercie beaucoup, évidemment. Puisque d'aller aux choses simples, c'est aussi un peu, on va dire, la posologie de Pozos. Alors, expliquez-nous quelle est votre activité, évidemment, parce que là, on a parlé d'entreprises qui se sont adaptées face à la crise, ce qui n'a pas été forcément votre cas, parce que votre cas, c'est d'une solution digitale. Ce qui est intéressant pour celles et ceux qui vous écoutent, là, c'est évidemment de voir comment on élabore une solution digitale. Et après, vous allez m'expliquer ce que ça a changé chez vous aussi au sein de l'organisation de votre entreprise. Alors dites-moi, Pozos, c'est quoi? C'est exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez, Emmanuel Bilbao. Nous, on ne vous entend pas en tout cas. Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas. Je ne vous entends pas parler dans le même temps. Ton micro est coupé, Emmanuel. Coupé, je crois. On vous attend. Hein. Pozos, pour nous expliquer ce que c'est Pozos, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Ah, vous ne pouvez plus activer le micro. Ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Alors du coup, je vais expliquer, je vais profiter que vous soyez là, mais je vais profiter du travail qu'on a préparé ensemble et avec nous. On va essayer de trouver la solution, peut-être redémarrer. Vous êtes de retour, Emmanuel? Oui, c'est bon, ouais. Ah, merci bien. Merci bien. Alors, parce que je veux bien expliquer ce que représente Pozos, mais je pense que ce sera peut-être mieux si c'est vous qui le faites. Dites-moi tout. Oui, donc Pozos, en fait, on a la chance, nous, d'être un acteur de la santé. Donc forcément, c'est un secteur qui, contrairement au BTP, est devenu encore plus dans l'air du temps. Maintenant, on applaudit les soignants le soir à 19h et 20h. Donc ça, c'est évidemment plus intéressant pour nous d'être dans la santé que dans le tourisme. C'est aussi un milieu qui se transforme énormément. Et j'entendais parler, Kevin, de la recherche de clients et de digitaliser les offres. Je pense que c'est très important aussi. Pour nous, on est passé d'un business model où on fournissait des technologies aux grands groupes et en même temps, on construisait un service pour les médecins qui s'appelle Pose.co. Et heureusement pour nous, on avait extrêmement bien différencié le build du run chez nous. Donc, le run, c'est toutes les activités du quotidien. Donc, c'est la gestion des clients, la vente, etc. Et le build, c'est tout ce qu'on construit, en fait, sur lequel on a écrit une vision à 6 mois, 2 ans, 5 ans. Et on sait exactement sur ces 2 années à venir, par exemple, mois par mois, qu'est-ce qu'on va construire en termes d'offres de propositions. C'est une démarche très technologique. Et ce qui fait qu'en fait, quand on s'est retrouvé en mars à être confiné, le run a été complètement arrêté, comme pour tout le monde. Mais toutes les équipes qui étaient sur le run ont transitionné sur le build, puisqu'on avait tout écrit sur 2 ans. On savait exactement sur quoi pouvaient se mettre à travailler les personnes. Et on a même accéléré, puisqu'on était 10 personnes en janvier, on est aujourd'hui 20 personnes chez Pozos, puisqu'on a compris qu'on devait accélérer énormément le build pour lancer plus tôt l'offre qu'on avait prévue pour la fin d'année. Donc, on a lancé en août notre site web pozos.co. Et on a recruté énormément de personnes pour faire de l'acquisition des clients en ligne. L'acquisition pour nous, c'est de faire en sorte qu'un médecin
découvrent le service, qu'on sorte du bois, aient envie de s'inscrire, testent Pozos, y reviennent. Et on a lancé très rapidement en fait des campagnes d'acquisition sur Facebook. On a lancé une démarche de SEO avec une société qui nous a conseillé sur ça. On a recruté des personnes pour faire du SEO, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que le site n'existait pas encore en juillet, on a aujourd'hui 7000 personnes toutes les semaines qui viennent pour la première fois sur Pozos découvrir et s'inscrire. Donc c'est une belle réussite pour nous. On est très heureux puisqu'on a réussi à accélérer l'activité pendant cette phase de confinement. Et on sait que les médecins en fait vont ne plus avoir accès pendant encore un petit bout de temps au congrès de médecine, on va dire aux canaux traditionnels d'information. Néanmoins, ils ont toujours besoin de s'informer. Et ce qu'on doit, nous, c'est faire en sorte que notre offre de service les serve au quotidien et les serve à mieux traiter les patients. Et toute l'équipe en fait, de Pozos est focalisée sur cet objectif-là. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, et j'aime bien cette expression sortir du bois, vous l'avez utilisée plusieurs fois, c'est pas tant de trouver un business model pour rentrer dans le digital qui compte aussi, hein, c'est après toutes les difficultés, tout le conseil, c'est d'intégrer comment atteindre votre cible, hein, vos clients et de quelle façon on va pouvoir y arriver. Et là, cette problématique-là que vous avez soulevée dans votre démarche, parce qu'on va rappeler quand même que Pozos, c'est assez récent, hein, ça existe depuis combien de temps? Le site en l'occurrence dont je parlais, il a été lancé en août. La société a été créée en début 2018. On est partenaire aux pépinières Amiens Le Lab à Amiens. Et on a commencé à 2 personnes en 2018 là-bas. Et on est très content qu'avec l'aide des pépinières, on ait pu se développer autant. Ouais. Mais sortir du bois, c'est important parce que y a toujours cette image de si on crée une super boutique dans une petite ruelle à Paris, personne ne va rentrer chez nous, alors que si on la crée sur les Champs-Élysées, forcément, plein de curieux vont arriver. Et c'est l'enjeu aussi. Je pense que Gauthier connaît ça par cœur. Hein. Créer un site e-commerce, c'est bien, mais si personne n'y va, ça sert pas à grand-chose. Donc, il faut une stratégie beaucoup plus macro de quel service on va apporter, comment on va faire en sorte que les gens découvrent ce service, qu'est-ce qu'on va faire sur la landing de notre site web pour que les gens aient envie d'aller plus loin et parcourir, qu'est-ce qu'on va faire pour les convertir de curieux en consommateurs. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc moi, mon conseil aussi, je pense, c'est de ne pas s'isoler en fait dans cette phase-là, essayer de construire soi-même ces petits outils, mais c'est de s'entourer des experts sur les différents sujets pour aller plus vite et puis pas tourner en rond sur des intuitions, parce que généralement les intuitions, quand c'est pas notre métier, elles sont pas toujours très bonnes. Ouais. Alors Emmanuel, vous avez une question qui est apparue sur le chat. Je pense qu'elle vous est destinée. Alors je dois avouer que moi je vois pas de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir peut-être nous en dire plus et renseigner Antoine. Ouais, c'est extrêmement intéressant. En fait, alors il y a SEO et SIA qui sont 2 choses assez différentes. Alors SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est optimiser son site web pour qu'il ressorte dans les résultats du moteur de recherche. Alors que quand on met un A, en fait, c'est le A de ads, donc c'est faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Alors nous, en termes d'ads, en fait, on est limité, on peut pas faire de SIA, on peut pas faire en sorte d'avoir un lien sponsorisé sur Google, puisqu'on est un site sur le médicament et Google, en fait, empêche la pub sur les médicaments. Donc quand on fait de l'ads, on fait de l'ads Facebook, Instagram, on a testé LinkedIn et Twitter, mais c'est beaucoup trop cher, parce que ce qu'il faut toujours bien mesurer, c'est le coût d'acquisition client. Combien te coûte un client qui va arriver chez toi et être converti? Et Facebook, un truc assez incroyable, c'est qu'on peut définir en fait les métriques, ou en tout cas le endpoint qui fait que Facebook nous facture. Et donc nous, par exemple, on a défini que Facebook ne pouvait nous facturer qu'une fois qu'une personne s'inscrit sur Pozos et déclare être un médecin. Donc un pharmacien, un infirmier, un aide-soignant qui s'inscrit sur Pozos, le fait que Facebook nous ait amené une personne qui s'est inscrite, Facebook ne facture pas. Facebook ne facture que le fait qu'un médecin s'inscrive sur Pozos. Donc c'est assez formidable en fait quand on arrive à bien gérer ça, parce qu'on arrive à ne faire venir que les gens qui pour nous sont des gens qui sont des consommateurs ou des utilisateurs intéressants sur notre site et ne payer que pour ça. SEO par contre, donc c'est comment optimiser son site pour réussir à ressortir. Et généralement c'est un mix entre bien structurer ses pages, il faut des experts web sur ce sujet-là, avoir du contenu qui correspond aux recherches des personnes sur Google et aussi avoir un contenu suffisamment complet et puis c'est pas forcément faire du copier-coller et puis avoir un volume de pages sur ces sujets-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Par exemple, nous on a face à nous un Vidal, on a un Doctissimo, on a des santé au féminin qui sont des sites qui créent des tas de contenus en fait sur la santé, le bien-être, qui sortent toujours en page 1
Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment faire pour les rattraper très rapidement. Et comme notre système en fait permet de répondre aux questions que posent les médecins, on a fait une tactique très simple, c'est qu'on pose des questions à Posos. Posos répond, crée une page de réponse, et cette page, on la fige et on la publie sur Internet. Et en fait, on génère tous les jours des milliers de pages de contenu très complexes qui n'existent nulle part ailleurs, pour qu'au fur et à mesure, Google nous référence avec des milliers de pages, même des dizaines de milliers de pages qu'on crée en continu. Et c'est avec l'aide d'experts SEO qu'on a réussi à construire l'architecture des pages, et puis grâce aux équipes internes qu'on arrive à non pas écrire à la main les pages une après l'autre, ce serait beaucoup trop long, mais de faire en sorte que ce soit nos algorithmes qui écrivent les pages. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça répond à Monsieur Totelin. Merci pour cette réponse. Il y avait dans votre démarche quelque chose de passionnant. Là, on rentre sur des clés du business model digital, entre guillemets, qu'on vient d'échanger ensemble. Mais c'est votre expérience en interne pendant la période du Covid et en particulier votre organisation interne. C'est-à-dire tout le monde s'est retrouvé confiné, mais l'activité, elle a perduré. Vous l'avez expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Quelle est l'organisation qui vous paraît, au vu de cette expérience, qui vous a paru le point qui vous a paru une clé de succès pour continuer l'activité? Il y avait deux choses qui étaient importantes pour nous. Alors, c'était que chaque personne, le lundi matin, quand elle arrive, elle sache exactement ce qu'elle a à faire pendant la semaine. Et en fait, nous, on a toujours une visibilité à la semaine près pour chaque personne de l'équipe des tâches à réaliser sur les 3 prochains mois, de manière glissante, avec un système où, en fait, en partant des objectifs à 5 ans, 2 ans, 6 mois, on décline ces objectifs en projets et les projets en tâches, et une tâche ne peut durer qu'une semaine. Et en faisant ça, ce qui paraît un truc de psychopathe, en fait, on est certain que chaque personne sait exactement ce qu'elle a à faire, que ces choses qu'elle a à faire permettent à d'autres d'avancer sur leur propre projet. Et à la fin de la semaine, il n'y a pas de sujet parce qu'on entend beaucoup dans l'entreprise, quand les employés sont en télétravail, on a l'impression qu'ils font rien, on ne peut pas les contrôler, on peut pas. En fait, si, parce que le problème du manager, c'est d'avoir des vrais objectifs pour ses équipes. Et s'il y a 3 mois à l'avance, on sait ce que chacun doit faire semaine après semaine et que chacun sait ce qu'il a à faire semaine après semaine et il comprend pourquoi il le fait parce que ça sert l'objectif de la boîte, les choses sont très claires qu'on soit au bureau ou chez soi. Et le tout, en fait, et c'est la vraie complexité, c'est d'avoir des objectifs très clairs, à court terme, à long terme, et de faire en sorte que rien dans ce qui fait dans la boîte ne sert à autre chose que l'objectif. Donc, il faut savoir tuer tous les projets qui nous paraissent sympas mais qui ne servent pas l'objectif de la boîte et faire en sorte d'être un peu extrémiste sur l'organisation des équipes. Alors, ça peut paraître fou à plein de gens qui nous écoutent, mais une fois que c'est bien écrit et bien mis en place, c'est absolument c'est un confort exceptionnel, enfin un incroyable confort pour tous les dirigeants. Et la deuxième chose, c'est nous on déteste les visioconférences comme on déteste les réunions parce que ça prend plein de temps aux gens. On est obligé de se dire à 14h00 il faut être là pour la visio. Alors par contre, j'adore cette visio qu'on fait là, évidemment. Je parle des visios en interne, mais nous on fait toutes nos réunions maintenant en désynchronisé. Donc ça veut dire le côté asynchrone, c'est que une réunion, c'est pas 5 personnes qui sont autour de leur visio et qui parlent. C'est un document qu'on ouvre, qui est partagé, sur lequel on a défini la raison de faire la réunion, l'objectif à atteindre, les questions qu'on se pose, et chacun a écrit en fait dans ce document au fur et à mesure de sa journée, quand il a un quart d'heure, 20 minutes pour faire ce principe-là. Et à la fin du temps, en fait, de deadline de cette réunion, qui peut durer une journée, une semaine, tout le monde a écrit, en fait, son point de vue, a commenté les points de vue des autres. Et on arrive à la fin de la fiche, en général, où on a une décision qui est prise et tout est écrit, les raisons pour qui a dit quoi et pourquoi on a décidé ça. Les seuls cas où on fait, du coup, une visioconférence entre nous, c'est les cas où, par écrit, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et il faut trancher en reparlant. Mais ça arrive très, très, très rarement. Parce que finalement, quand une meeting notes, on appelle ça une meeting notes, est créée et qu'on a un objectif très clair, généralement, à l'espace de 2 heures, les gens ont écrit ce qu'ils avaient à dire et les décisions sont prises, documentées et on peut avancer. Alors, ce qui est intéressant, on a plusieurs questions qui sont apportées. Teresa dit Oliveira, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Comment vous transformez le projet en stage d'une semaine? Ouais, très bonne question. Je peux répondre à celle-là. En fait, c'est aussi quelque chose d'important. Les tâches ne sont pas fixées par les managers, on va dire. Les tâches, ce sont les personnes qui elles-mêmes se les fixent pour les 3 prochains mois. En fait, les projets sont communs à plein de gens. Et pour atteindre ces objectifs de chaque projet,
chacun se demande ce qu'il doit faire pour contribuer au projet et écrit ses propres tâches. On n'a pas de manager qui décide des tâches de chacun en disant toi lundi tu feras ça, toi mercredi tu feras ça. C'est les gens qui eux-mêmes écrivent ce qu'ils ont à faire pour réussir à atteindre l'objectif de la boîte et faire que les projets atteignent aussi leurs objectifs. Et il n'y a pas de manager chez nous en fait défini, c'est des managers tournants. Chaque trimestre, il y a un responsable de l'organisation de la boîte qui est désigné, qui c'est plutôt pas désigné, il se porte volontaire. Et au sein de chaque équipe, il y a une personne qui se porte volontaire aussi pour coordonner l'équipe et être sûr qu'à la fin de la semaine, chacune des tâches a été réalisée. Si elle n'a pas été réalisée, au sein de l'équipe, ils s'organisent entre eux pour finir le boulot en s'entraidant et être sûr qu'à la fin de la semaine, on est fini. Donc, il n'y a pas de management en fait chez Pozos. C'est une entreprise complètement plate. Chacun fait partie d'une équipe. Les équipes définissent leurs projets pour atteindre l'objectif de la boîte et chacun écrit ses propres tâches et sous-tâches. C'est passionnant. Ouais, la magie, ouais. Ouais, c'est vraiment passionnant. Vous avez une deuxième question, toujours posée par Teresa Di Oliveira. Pouvez-vous donner des exemples de choses retoquées n'entrant pas dans l'objectif de la boîte? Et deuxième question, est-ce que ça nuit pas à la créativité? Si, mais en fait, il y a un cadre. Nous, par exemple, on a, en fait, au sein de Pozos, on a 3 objectifs par trimestre, pas plus. Et c'est souvent les problèmes. Moi, j'ai fait 10 ans dans des grandes boîtes avant. Les objectifs se multiplient, n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Et si on travaille au marketing versus à la R&D, finalement, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, personne ne collabore. Là, il y a 3 objectifs communs à absolument tout le monde qui sont définis au début de chaque trimestre, mesurés avec des KPI. Et chacun doit écrire, comme je disais, les équipes doivent écrire les projets qu'elles doivent mettre en place pour réussir l'objectif. Et ensuite, les tâches qu'elles doivent mettre en place pour réussir les projets. Et en partant en fait des objectifs au début de chaque trimestre, c'est impossible de définir un projet qui ne répond pas à l'objectif parce qu'il rentrerait dans une case, puisqu'on a un système où on écrit en fait les projets et on les relie à des objectifs. Si un projet n'est pas relié à un objectif, le projet n'est pas démarré. Donc c'est en partant de l'objectif qu'on écrit les projets. Et c'est impossible d'avoir un projet qui réponde pas à l'objectif. Et évidemment, on pourrait essayer de mettre des projets et un peu de tourner les choses pour que ça rentre dans les cases. Mais ça, évidemment, toute l'équipe arrête tout de suite cette idée-là, puisque le but, c'est de faire le moins de projets possible pour atteindre l'objectif, sinon c'est plus de boulot pour tout le monde. Donc on sait être focus par nous-mêmes, c'est assez naturel. Allez, on répond à la dernière question parce qu'apparemment, cette organisation l'appelait beaucoup, elle interroge beaucoup. Combien de personnes qui travaillent chez Pozos? L'idée, c'est de savoir si c'est adaptable à une grosse équipe, à la taille de l'équipe. À combien vous arrivez à cette organisation? Alors, c'est assez fluctuant. Stable, on est 20 personnes dans l'équipe. Et ensuite, on a des freelances. On a aidé jusqu'à des fois avoir 40 freelances sur l'espace d'un mois qui sont ajoutés pour des gros rushs. Mais c'est 20 personnes, en fait. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Dites-moi, ajoutez, allez-y. Non, mais je disais que cette organisation-là existe aussi pour des boîtes de 2000 personnes. Donc, je pense pas que ce soit une question de taille. D'accord, c'est un commentaire évidemment ô combien intéressant. Je remercie d'ailleurs pour les commentaires, super organisation, je ne connaissais pas. Merci à Kevin Legault qui a évidemment, on peut plus aller plus loin parce que le temps avance et on va passer à la deuxième phase de cet après-midi. Mais si vous avez une expertise en CIA et donc vous voulez la partager, n'hésitez pas, il vous a laissé de manière très sympathique son adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous avez éventuellement des commentaires. Je vois une dernière question. Merci Emmanuel. J'ai trouvé la Synchro Réunion Innovante. Pourriez-vous confirmer le vrai nom? Est-ce que c'est ça le modèle? Le nom de ce modèle ou pas? Ah, on vous a perdu avec le micro. C'est bon, c'est fini. Dites-nous. Oui, non, c'est bon. J'ai écrit du coup. C'est des réunions asynchrones en fait. Ouais. Ouais, réunion asynchrone. Bon, on va arrêter là. N'hésitez pas. Pour celles et ceux qui veulent retrouver la description que vient de nous faire Emmanuel de manière très précise, on va avoir un replay qui va se faire automatiquement de la conférence qu'on vient de faire ensemble. Donc vous pourrez réécouter évidemment ce moment pour en savoir davantage. Messieurs, je tenais à vous remercier pour cette première table ronde. J'espère que ça vous a plu, celles et ceux qui suivaient. On va passer à la deuxième phase. Je vais vous laisser quitter la scène. Merci beaucoup, Monsieur Éric Dadian. Je sais que vous avez des choses qui vous attendent. Mathieu Ancelin également, Gauthier Testu, Kevin Legault. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette première phase.